Louise Erlin, vous avez publié deux livres de poèmes, l'un aux éditions Gallimard intitulé Le versant contraire, et l'autre aux éditions de l'Âge d'Homme en Suisse, intitulé Commune mesure. Par ailleurs, vous avez collaboré à la traduction des poèmes d'Eugenio Montale, parus aux éditions Gallimard. Ainsi donc, vous écrivez des textes, des poèmes, et vous êtes également traductrice. Avant d'aller plus loin dans cet entretien, je pense peut-être qu'il serait possible de poser une question, à laquelle d'ailleurs vous pouvez refuser de répondre, et qui serait celle-ci. Pensez-vous qu'il existe actuellement, ou qu'il a existé dans le passé, une culture féminine qui déterminait en quelque sorte un rapport original à la langue? Une culture proprement féminine, en France, à vrai dire, je ne crois pas. On peut peut-être dégager des écrits des femmes, des traits spécifiquement féminins. C'est très plausible parce que je pense que l'esprit est dans le même rapport au corps que le fond à la forme. Et il est certain que les poèmes de Louise Labbé n'auraient pas pu être écrits par un homme et que ceux de Ronsard n'auraient pas été écrits par une femme. Mais je pense que ce qui est commun à une certaine époque dans la culture, ce qui est commun aux hommes qui écrivent et aux femmes qui écrivent, est beaucoup plus abondant que... Ce qui est certain, c'est que les femmes écrivains sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. Et il est possible, et même très vraisemblable, que ce soit dû à l'état de la société, à ses états successifs, et que cela change, c'est très souhaitable. Et que les femmes, sans doute, soient amenées à avoir une plus grande place dans la littérature. Ce qui est certain aussi, c'est que les femmes soumises à des contraintes plus fortes que les hommes, parce que écrire exige une disponibilité de retrait des tâches courantes. C'est Valérie qui, je crois, a dit qu'elle consistait à soustraire ce qui importe aux hommes à la dissipation de toute chose. L'homme n'est homme que par la volonté de soustraire ce qui lui importe à la dissipation naturelle des choses, dit-il. Et il en va peut-être de même pour les femmes. Il est vrai sans doute aussi que la langue est infléchie par l'usage majoritaire qu'en ont fait les hommes au cours des siècles. Vous dites la langue a été infléchie par l'usage qu'en ont fait les hommes, ce qui veut bien dire que la langue actuelle, celle dont vous usez, a été modelée, a été forgée en quelque sorte par une masculinité. Donc vous admettez par ce fait même qu'il pourrait y avoir un usage féminin de la langue. Oh, je pense que ce serait dans certaines modalités, sur certains sujets, dans certains domaines. La littérature amoureuse ou érotique, naturellement, je pense, est très différente selon que son auteur est un homme ou une femme. Mais dans les recherches formelles, par exemple, dans le domaine d'une pensée plus abstraite, est-ce que vraiment l'inconscient féminin, l'imaginaire féminin est très différent de celui des hommes? Je n'en suis pas sûre, mais enfin c'est un sujet qu'il faudrait approfondir et qu'on approfondit. Et ça me semble extrêmement intéressant. Il est certain que quand je lis sous la plume de Mallarmé, que j'aime tant certaines choses dans ses lettres, où il explique à son ami Casalis que la femme qu'il va épouser est aussi intelligente que peut l'être une femme sans être un monstre. Mais enfin là, dans la même lettre, il dit quelque chose de très beau d'ailleurs. Il dit, parce que ses amis voulaient le dissuader de se marier avec celle qui allait être sa femme, il dit son regard m'est entré dans l'âme
et on ne pourra pas l'en retirer sans me causer une blessure mortelle, à peu près. Alors on peut lui pardonner ses autres propos. D'ailleurs, le langage amoureux, dans une lettre à Casalis, il dit que dans l'absence, il est beaucoup plus présent, n'est-ce pas ? Il le suit dans ses promenades, dans ses rêves, il est toujours à ses côtés. Mais précisément, je me fais un peu ethnologue en circonstance. Votre travail, me semble-t-il, institue des rapports à la langue comme des rapports de non-violence, alors que dans la littérature masculine et dans la poésie féminine, ces rapports sont souvent, je ne dis pas toujours, sont souvent des rapports de violence. Et est-ce que vous ne croyez pas que là se trouve quelque chose qui est caractéristique de cette culture féminine qui, vous l'avez bien dit, est faite non pas seulement de livres différents lus, mais aussi d'un autre rapport au quotidien et d'une autre appréhension du monde, d'une autre situation existentielle, si je peux me permettre d'employer ce mot, disparu depuis longtemps du vocabulaire. Je pense, oui, certainement. Mais je crois qu'il y a une part féminine chez les hommes aussi bien. On ne peut pas dire que Mallarmé, pour reparler de lui, ait des rapports violents avec la langue. Et je pourrais vous citer, on peut trouver des femmes qui, au contraire, sont d'un lyrisme assez effréné. Je n'entendais pas par violence le lyrisme, mais justement cette façon d'aborder la langue pour la casser, la briser, la déconstruire, la reconstruire ensuite. Ah oui, alors vous pensez à des tentatives actuelles Et même à Mallarmé. Le travail de Mallarmé sur la syntaxe, sur le mot, sont quand même des rapports violents. Sa syntaxe, oui, en effet. Les mots, non, je ne suis pas du tout tentée de les casser. Enfin, les fractions ne me tentent pas. Ou si elles m'ont tentée, je me suis arrêtée. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas se forcer impunément. Ce qui n'empêche que ce que font les autres m'intéresse, que j'aime les entreprises téméraires, intrépides. Je suis sensible sûrement aux cris d'Antonin Artaud, par exemple, ou même au glossolalie de Michaud, ce qui est très différent. Ce bris de langue, comme vous disiez, ces effractions me paraissent délibérées, venir d'une intention, d'un parti pris, d'un a priori systématique et n'être qu'une application, n'est-ce pas, arbitraire. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais vous me direz qu'il est souvent difficile de faire le partage et qu'on peut se laisser détourner par un accès difficile à certains textes, d'en saisir vraiment l'approche et l'intérêt. Vous disiez que ma syntaxe est très, elle est très très respectueuse. Elle est très respectueuse. Elle n'est pas tellement respectueuse. Je lui fais aussi subir quelques tours et détours et ruptures. Et de fait, même si ce que j'écris n'y ressemble pas, j'aime les baroques, j'aime les phrases longues, un peu contournées, Gongora, les ruptures, la poésie de Cummings. J'aime aussi, mais vous me direz que ce n'est pas un bris de mots, le questionnement des mots qu'on trouve chez Francis Ponge, qui disent que l'ombelle fait de l'ombre et pas de l'ombre. C'est beaucoup plus doux, je trouve ça merveilleux. Mais il y a là comme un sens qui fuse en marge du non-sens. Et ce n'est pas violent, à mon sens. Non, ce n'est peut-être pas violent, mais je crois qu'on peut approcher d'un peu plus près peut-être, et ça, je vous laisse le soin de le faire, un peu approcher d'un peu plus près précisément votre rapport au poème au moment où il se fait, par ce biais-là. Le poème, chez moi, je crois, commence par un état d'attention, d'écoute, en effet, d'attente. Je crois que cet état est déterminé par une intensité, une tension. Et qu'au départ, il y a
ce que Valérie appelle une indétermination où tout est possible. Et puis, bon, le poème s'amorce. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut qu'il engendre ses propres lois et son propre dynamisme, tout en ordonnant une matière qui lui vient de divers côtés. Je crois que c'est ainsi lorsque la poésie n'a pas de sujet, ne raconte pas une histoire. Et c'est le cas pour beaucoup des poèmes de mes deux recueils. J'ai eu diverses tentations. L'une qui est assez constante, je crois, c'est le désir d'une continuité, d'une progression qui se ferait ainsi selon certaines lignes de force où les images, les rythmes viendraient s'ordonner comme d'eux-mêmes et qui procéderaient comme une fugue par reprise, inversion, entrelacs. Une texture se formerait ainsi et qui pourrait d'ailleurs continuer. C'est une démarche qui n'a pas de fin en elle-même, qui est essentiellement inachevée, le poème peut recommencer. Cependant, quelquefois, il se termine, ou je le termine. Vous m'avez parlé une fois de polyphonie. Je crois que c'est très juste. Je sais pas, il y a divers registres, il y a une parole qui s'étage sur différents plans et qui organise la durée. Peut-être pourriez-vous nous en donner un exemple? Je peux vous lire un poème qui est le commencement du poème. Il ne s'agit pas là de durée ni de polyphonie, mais c'est l'attente d'un commencement. Ou bien vous pourriez peut-être le lire vous-même. Voilà. Nacre et perles, immobile, l'aube trouant sa pellicule, ouvre une voie circonspecte au mouvement des profondeurs. L'eau porte en elle ses clôtures, le rouleau des routes marines, le point fermé de ses sommeils. Là-bas s'amorce un va-et-vient de vagues, seul dans l'étendue, un pas de danse qui s'essaye, gagne, s'allonge, diminue. À l'émergence de la terre, les mêmes masses se délient, en volutes parcimonieuses, l'immensité marque le pas. Bien entendu, le poème peut aussi commencer autrement. Il peut naître d'une émotion très vive, d'un sentiment, d'une passion. Mais la force de l'émotion n'est d'ailleurs pas du tout garante de la réussite du poème, même c'est souvent le contraire. Des poèmes que je croyais très beaux à cause de la tension dans laquelle je les avais écrits me paraissent à leur lecture insupportables, tandis que d'autres que j'avais écrits quasi nonchalamment, au bout d'un certain temps, me sont apparus sous un jour tout à fait différent de ce que je croyais. J'y découvrais des rapports que je n'avais pas imaginés sur le moment, que je n'avais pas perçus. C'est peut-être, puisque vous avez Valérie, comme il le disait lui-même, ce qui est nécessaire à dire est presque toujours impossible à bien dire. Oui, nécessaire. Vous voulez dire que la poésie doit naître d'une nécessité? Non, justement, ce que dit Valérie, c'est à propos de La Fontaine, je crois qu'il dit cela, où La Fontaine, dans le poème Adonis, est obligée de mettre un vers explicatif pour son récit. Ah oui, bien sûr, oui. Et Valérie remarque à ce moment-là que ce qui est nécessaire à dire pour l'intelligibilité ou pour une toute autre raison est presque toujours impossible à bien dire. Autrement dit, la nécessité fait loi à ce moment-là et prend le pas sur le travail de langage. Parce qu'on ne travaille pas sur le langage, on travaille son rapport à la langue.
Ah, je ne sais pas. Oui, non, alors vous voulez dire que sous le coup d'une émotion trop forte, on est poussé par une nécessité d'expression qui est nuisible à... Qui est nuisible C'est à ça, ça. sûrement, oui, ça, oui, d'accord, oui. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Oui, alors d'ailleurs, la même situation se retrouve lorsqu'on traduit des poèmes, parce qu'on est lié par la nécessité de retrouver le rapport du poète qu'on traduit dans sa propre langue. Je veux dire qu'on n'a pas la liberté que l'on a lorsqu'on écrit soi-même. Et donc, il est peut-être plus difficile encore de traduire. Enfin, ça, c'est une question différente. C'est une question différente, elle ne l'est pas tellement au fond. Parce que cette émotion que nous prenons dans notre tissu quotidien, ou que nous la prenions à la lecture d'un poème en langues étrangères, nous essayons de la restituer soit dans notre langue natale, soit dans une deuxième langue. Et il y a toujours un objet, que cet objet soit le quotidien ou que cet objet soit le poème écrit en langue étrangère, qu'il faut essayer justement, non pas de traduire, non pas d'exprimer, mais de restituer dans une langue nouvelle. Et c'est là une des caractéristiques de vos poèmes, c'est que j'y remarque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une attention scrupuleuse au poème même, à une syntaxe. Et cette syntaxe est là pour épouser, en quelque sorte, les pulsations d'une approche. Et d'autre part, vous avez, et ça vous l'avez dit tout à l'heure, mais je voudrais quand même insister sur ce point parce qu'il me paraît intéressant, vous avez un rapport d'attente aux mots, un rapport d'écoute. Autrement dit, vous attendez, me semble-t-il, qu'il y ait un bref moment où les mots s'ouvrent tout d'un coup pour se refermer aussitôt, et il faut les investir. Et c'est à ce moment-là que ce mot peut passer dans le poème, parce que les mots du poème sont le plus souvent, et dans votre poésie, les mots de la vie quotidienne. Il est évident que ces mots-là n'ont pas le même sens dans la vie quotidienne et dans vos poèmes. Donc il faut que vous les investissiez en quelque sorte pour leur donner non pas seulement un autre sens, mais une pluralité de sens et une sorte d'aura, enfin, qui est absolument indéfinissable et que, à ma connaissance, les linguistes n'examinent jamais. Quand ils ont dit le mot connotation, c'est à peu près tout ce qu'ils nous ont dit. Dans l'attente du mot, mais aussi des rapports entre les mots qui vont se former. Et justement, c'est peut-être dans ces rapports entre eux et que les mots, rapports entre les mots et entre les mots et les choses. Et les choses. La réalité. Alors justement, oui. c'est ça le problème, c'est le rapport entre les mots et les choses, que cette chose soit un événement ou une émotion tirée du quotidien, ou que ce soit une émotion tirée de la lecture d'un poème en langue étrangère. Oui. Oui, vous aviez dit que lorsqu'on traduit, on est devant un objet qui existe, qui est le poème en langue étrangère. C'est même plus compliqué que ça. En fait, on est soit devant, n'est-ce pas, sa propre langue, ou dans sa propre langue, et on a affaire à un auteur qui est aux prises avec la sienne. Et on est vraiment en terrain mouvant, parce que on s'aperçoit qu'il n'est pas possible de transposer littéralement la démarche du poète que l'on traduit d'une façon symétrique dans sa propre langue, parce que les langues sont différentes. Peut-être pourriez-vous nous donner un exemple d'une de vos traductions d'Eugenio Montale, par exemple. Oui, alors dans mes traductions de l'italien, il y a une chose qui m'a frappée, par exemple, c'est que en italien, les verbes se passent de pronom personnel, sujet, et souvent rattachent au verbe conjugué, je sais pas, à l'indicatif imparfait par exemple, le pronom personnel, objet. Si bien que un verbe à l'imparfait ou au passé simple peut être un élément rythmique dans un poème très concis et très frappé, martelé, et en même temps avoir un mouvement du verbe, un mouvement presque familier. Et j'ai eu ce problème parce qu'en français, tout change dès qu'on est obligé d'ajouter
un je ou un tu ou un il, ainsi que le pronom, sans parler de la négation, n'est-ce pas, qui est en deux mots en français et qui alourdit et embarrasse le vers. Ainsi, un des poèmes de Montale de As de Sèche, qui m'a donné beaucoup de mal, commence par deux mots. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato. Ce non chiederci, je suis obligée de le traduire par ne nous demande pas. Un mot qui cerne de tous côtés notre âme informe et en lettres de feu l'affirme et resplendisse comme un crocus perdu dans la pelouse poussiéreuse. À l'homme qui s'en va d'un pas sûr, ami des autres et de soi-même, et de son ombre n'a cure que la canicule imprime sur le mur décrépit. N'exige pas de nous une formule qui puisse ouvrir des mondes, plutôt quelques syllabes tortes et sèches comme une branche. Ceci seul aujourd'hui pouvons-nous dire ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne voulons pas. En italien, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Donc le problème de la traduction ne serait pas seulement de trouver le rythme et la pulsation adéquate, ou le mot juste, le mot convenable. Il s'agit d'un véritable travail, non pas de recréation, mais un travail sur le poème proprement dit, en quelque sorte, qui est un travail poétique au même sens, au même titre que le travail que vous faites quand vous écrivez à votre propre compte. C'est-à-dire qu'il faut réinventer le poème par lequel on a été ému. Il y a d'abord une opération de lecture, n'est-ce pas? Il faut ranimer la trace qui est gravée dans une langue étrangère. Et ensuite en inventer une interprétation dans sa propre langue. Ce qui n'est pas du tout une chose simple. Il faut, je crois, rechercher les points de contact entre les deux langues et aussi entre les deux, entre le mode de perception de l'auteur et le sien, n'est-ce pas, celui du traducteur. Et je crois que plus de langues se ressemblent, d'ailleurs, plus c'est difficile. De même que plus un poème est transparent, plus il est difficile de le traduire, de faire de sa traduction un poème, et non pas une simple paraphrase. Si Pardon. Si je vous ai posé cette question, c'est que précisément quand on y réfléchit bien, la plupart des grands poètes classiques ont été aussi des traducteurs. Oui. Et se sont donc posés des problèmes de langue à propos des problèmes que posait la traduction. C'est un travail très éclairant sur ce que l'on fait soi-même. Le rapport avec poésie dans une langue étrangère peut être très fructueux. Il peut faire tomber des tabous, des interdits, ouvrir des perspectives nouvelles. C'est pas puisqu'on se trouve devant un travail qui s'inscrit dans une évolution différente, avec des références différentes, qui résout certains conflits de façon inattendue. Et il n'y a qu'à penser d'ailleurs au rôle qu'a joué l'œuvre d'Edgar Poe pour Baudelaire, Mallarmé et même Valéry. C'est aussi un peu inquiétant de traduire parce que on s'aperçoit que, dans une certaine mesure, la façon qu'on a de penser est commandée par la langue maternelle. Certaines tournures de langue qui sont acquises depuis l'enfance orientent l'esprit d'une certaine façon. Alors on pourrait être amené à croire qu'il y a des barrières infranchissables, que la traduction n'est pas possible. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Je crois que une traduction est toujours provisoire et que, évidemment, elle ne peut pas être exacte.
et qu'elle est destinée à être toujours recommencée. Mais le poème aussi est destiné Oui. toujours à être recommencé. Oui, évidemment, il y a la nostalgie d'une langue parfaite qui serait antérieure à la diversification dans toutes les langues. Mais rien n'est plus émouvant. Vous connaissez Armand Robin? Oui, le poète traducteur qui est mort dans des C'est conditions ça. Alors, assez étranges d'ailleurs. Oui, il a publié 2 volumes qu'il intitule d'ailleurs Poésie non traduite. Mais ce qui est très émouvant, c'est la véritable jubilation qu'on sent chez lui lorsqu'il découvre, chez un poète chinois du IXe siècle, un état de désarroi semblable à celui qu'il ressent, ou chez je sais pas moi, un poète hongrois, telle image qui lui fait apparaître Dieu comme un enfant avec lequel on a envie de jouer aux billes. Je peux vous lire d'ailleurs un de ses poèmes qui est très beau. Il connaissait, je ne sais pas, 25, 30 langues. Je sais pas, Signe des hommes. Signe des hommes, voici pour vous mes nuits. Langue, sois-moi toutes les langues. 50 langues, monde d'une voix. Le cœur de l'homme, je veux l'apprendre en russe, arabe, chinois. Pour le voyage que je fais de vous à moi, je veux le visa de 30 langues, 30 sciences. Je ne suis pas content, je ne sais pas encore les cris des hommes en japonais. Je donne pour un mot chinois les prés de mon enfance, le lavoir où je me sentais si grand. Cygne, de minuit jusqu'à l'aube, épanoui parmi les fleurs tapis, puis épanoui, mi-vie, puis survie, vie, outre-vie. Contre les tourments d'esprit, les fléchettes du sanskrit. Contre l'âme en désarroi, les figures du chinois. Toutes les pierres, de là les murs où je veille, pâle, bougent en ébats de pas. Actrice nue, sans causer d'émoi, l'âme pour le monde manquant de voix, hausse sa voix, sans causer d'émoi. L'âme répète sa voix, très bas, sans causer d'émoi, pour le monde manquant de voix. On peut penser que certaines façons de percevoir les grands événements, l'injustice, le temps, la mort, l'énigme du monde, se retrouvent à toutes les époques et partout, dans toutes les langues, et peut-être aussi chez les hommes et les femmes, aussi bien. Et je crois que la littérature, la poésie sont des rendez-vous, comme ça, à l'inconnu, comme une plaque tournante, des traces qui doivent se ranimer à la lecture, et n'importe où, la lecture de personnes que l'on ne connaît pas. D'où précisément, alors, la nécessité d'une lecture, et au-delà d'une lecture, d'une lisibilité. Oui, sûrement, oui. Alors je crois que justement cette lecture, ces traces doivent renvoyer à autre chose qu'à une structure ou un simple procédé de fonctionnement. Et pourtant, bien souvent, nous n'avons accès au sens que par cette structure et par ce procédé de fonctionnement. Non, mais je crois que les deux doivent aller de pair. Et je ne crois pas qu'il y ait un sens, d'ailleurs. Mais il faut que cette pluralité de sens puisse se découvrir, se déployer, qu'elle ne reste pas enfouie dans des intentions trop voyantes qui tiennent le devant de la scène et qui fassent écran à ce qu'il peut y avoir d'autre. Autrement dit, vous pourriez accepter cette formule approximative, bien sûr,
le poème dit autre chose que lui-même, mais il ne le dit qu'en ses termes propres. Oui, sûrement. C'est-à-dire que le poème renverrait à quelque chose d'autre, mais ce quelque chose d'autre ne serait communicable ou rendu sensible que Oui. par le poème lui-même. Oui, c'est ça, plutôt rendu sensible. Plutôt rendu sensible. Mm. D'où, précisément, enfin, j'y reviens comme un leitmotiv, toujours ce travail sur la langue pour produire certains effets. Ces effets n'étant pas gratuits, mais étant toujours racinés dans un autre sol. Oui, quand la production des effets n'est pas, naturellement, ne doit pas être systématique et reproductible à volonté. Non, bien sûr. D'où, en quelque sorte, alors la nécessité d'un travail sur la rhétorique. Ah, aussi, bien sûr, oui. D'un travail sur la rhétorique au sens où, très particulier d'ailleurs, où l'entendait Pollan. Oui, oui. Alors, je crois que la poésie ne va pas sans réflexion critique. Mais je crois qu'il n'y a pas d'écrit possible, poétique, sans l'exercice d'une critique très sévère sur soi-même. Sur soi-même et sur son propre matériau aussi. Aussi, oui. C'est-à-dire qu'il faut choisir les matériaux, les types d'agencement de ces matériaux, et qu'il ne s'agit pas seulement, de faire quelque chose qui serait considéré comme beau, harmonieux, ou joli, ou tout autre adjectif, ou même au contraire irritant, provoquant, etc. Mais que précisément il faut toujours rechercher cette adéquation qui est difficile et qui est la difficulté même du poème, cette adéquation du texte à ce que l'on entend faire passer dans ce texte ou par ce texte. Oui, ce qu'il faut aussi et surtout, je crois, préserver, c'est un mouvement. Vous parlez d'agencement, tout ça doit se faire dans le même mouvement, ou dans le prolongement de l'impulsion initiale. Il faut que le poème soit porté d'un bout à l'autre, sans quoi, eh bien, il ne se réveillera pas à la lecture. Louise Herlin a publié Le versant contraire aux éditions Gallimard, collection Le Chemin, 1967. Commune mesure aux éditions de l'Âge d'Homme, 1971. Louise Herlin a traduit Montale. Ces traductions figurent dans Os de sèche, Les occasions, La tourmente et autres poèmes aux éditions Gallimard. Louise Herlin a publié dans les revues Médiation, L'Arc, Le Nouveau Commerce, la NRF.